vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à 15h, c'est tous les jours sur RTL. C'est le plus joyeux possible, toujours profond, à l'écoute, sensible, curieux. Ça nous fait grandir, ça nous fait nous ouvrir également sur l'autre. Bref, on est fait pour s'entendre. C'est notre rendez-vous qui décrypte la société et tente, du point de vue de notre fenêtre, de changer de regard sur un monde qu'on voudrait souvent meilleur. Bref, si vous nous découvrez, à l'occasion peut-être de ces vacances bien méritées, eh bien, soyez les bienvenus sur RTL et dans notre famille. Et sachez que nous vous invitons également sur les réseaux sociaux pendant toute cette heure que nous allons passer ensemble. Notre premier invité aujourd'hui, jusqu'à 16h sur RTL, considère la vie comme une aventure. Et alors qu'il est journaliste, directeur du magazine Clé, qui est un bimestriel teinté d'espoir, il affirme apprendre toujours et chaque jour de l'existence. Jean-Louis Servan-Schreiber, soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors c'est une aventure que de vivre. Bien sûr. Puis comme je suis journaliste, c'est aussi un beau reportage. Oui, c'est un beau reportage qui peut durer très longtemps d'ailleurs. Oui, tant que c'est en direct, ça va. Oui. Alors, y a-t-il véritablement du différé en arrière? Oui, dans l'avenir, ça je ne sais pas. Alors en arrière, effectivement, il y a quelques enregistrements qui permettent de revenir sur ce qu'on a vécu, mais ça n'a pas le même goût, voyez-vous. Je suis d'accord avec vous. Ça peut avoir parfois un goût amer, mais on verra justement comment avoir une relation avec notre passé pour peut-être mieux construire aussi notre avenir. Jean-Louis Servan-Schreiber, moi quand on me pose la question, on me dit comment vas-tu et tout, je réponds souvent j'expérimente. Alors je trouvais que vous, le fait de qualifier la vie d'aventure, alors que moi je la qualifie d'expérience, c'était peut-être plus joyeux. Vous avez peut-être fait un travail que je n'ai pas encore fait. Moi je trouve qu'on expérimente l'existence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous aussi. C'est-à-dire que dans la mesure où toute aventure est une forme d'expérience aussi, donc on n'a pas à jouer sur les mots. C'est plutôt de savoir si on est un peu témoin de sa vie, c'est-à-dire que si on en tire quelques leçons, si on est non seulement je vis, mais je m'observe en train de vivre. Et ça devient plus intéressant. On va en parler aujourd'hui avec vous, bien sûr, jusqu'à 16h, et puis avec un autre invité qui est le psychothérapeute québécois. C'est sympa de venir jusqu'à nous, Jean-François Vézina. Soyez le bienvenu dans On est fait pour s'entendre. Un grand merci pour votre invitation. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Alors, Tout se joue avant 100 ans, c'est votre ouvrage aux éditions de l'Homme. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, en fait. on peut réagir à tout moment de l'existence. Oui, tout à fait. Il y a de l'espoir. Puis c'est à deux niveaux. Tout se joue avant 100 ans. C'est d'abord, on a une centaine d'années pour jouer notre jeu dans la vie, mais c'est aussi comme collectivité. Si ensemble, on joue pas ensemble, ça va être les termites qui vont jouer avec nos jouets dans 100 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment présent au temps qui passe. J'aime bien, puis je rebondirais sur l'idée d'expérimenter. C'est Novalis qui disait « Jouer, c'est expérimenter le hasard ». Donc oui, moi je crois que d'être disponible, d'être là, d'être présent à ce qui est, ça fait qu'on peut créer. Moi je crois qu'on peut être les créateurs de nos vies plutôt qu'être les pions du jeu de notre vie. Donc effectivement. Qu'est-ce qui fait que certains, Jean-Louis Servan-Schreiber, s'interrogent sur le sens de leur existence et d'autres pas? D'ailleurs, parfois dans votre ouvrage, vous dites que vous enviez ceux qui ne se posent pas de questions. Mais absolument. Ça, c'est se compliquer l'existence que de se poser en plus. Déjà, l'existence n'est pas simple, mais si en plus on s'interroge sur ce qu'on est en train de faire, c'est instructif, mais c'est quelquefois compliqué. Oui, ça peut être douloureux. Alors, ça peut être douloureux, mais ça peut être joyeux aussi. Parce que je crois que c'est une question de tempérament personnel. Moi, je n'aurais pas l'impression de vivre vraiment, par exemple, si je n'écrivais pas chaque jour à propos de ce que j'ai vécu. Oui, je comprends. Mais ça, c'est purement ma manière de tirer quelque chose de l'existence, en donnant l'impression que c'est pas totalement perdu dans l'instant. Nous avons reçu un mail tout à l'heure de Paul que je vous ai lu. Il a fallu, lui, une fracture dans sa vie. Il a fallu un accident de la route pour se rendre compte que finalement, il n'accordait pas beaucoup d'importance à son existence. Il ne donnait pas un sens à sa vie. Est-ce qu'effectivement, les prises de conscience peuvent être liées à des fractures, selon vous, très souvent, moi, c'est ce que j'observe très, très souvent. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Le mot chaos. C'est un bâillement, étymologiquement. C'est un bâillement comme pour oxygéner la vie. Donc, il y a des chaos dans nos vies qui permettent une ouverture nouvelle pour oxygéner à nouveau la vie. Donc, oui, le choc, l'inattendu, ce que j'ai pas prévu, sont souvent des occasions de se relier à un sens qui est peut-être plus grand que le sens qu'on avait dans un premier temps. Jean-Louis Servan-Schreiber, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes interrogé, vous, sur le sens de l'existence pour proposer cet essai chez Albin Michel, C'est la vie? Je crois que malheureusement, c'est une déformation personnelle. Ça m'intrigue depuis longtemps. Mais en fait, le chaos dont on parle, en l'occurrence, ou le choc en question, d'une manière ou d'une autre, j'ai observé que c'est tout simplement le moment de sa vie où on rencontre
le fait d'être mortel, où on sait que ça va s'arrêter. Et l'enfant ne le sait pas, même s'il a des gens autour de lui qui disparaissent, ça concerne les autres, ça ne le concerne pas lui. Et la vraie maturité, c'est le jour où, d'une manière ou d'une autre, on sent que ça vous concerne vous, et à ce moment-là, où on essaie d'oublier, où on se dit que c'est l'occasion de commencer à se poser des vraies questions. Je comprends que ça puisse en dissuader plus d'un et qu'on préfère rester dans cette forme de divertissement que constitue l'enchaînement des quotidiennetés, écrivez-vous, Jean-Louis Servan-Schreiber. Aujourd'hui, donc, on parle de donner du sens à notre existence avec vous, bien sûr. Et puis, dans un instant, c'est Charlène. Alors, Charlène, elle a 23 ans, donc elle va nous expliquer un petit peu comment elle voit les choses. C'est vrai qu'à 23 ans, c'est peut-être jeune pour se poser des questions, mais c'est peut-être une façon aussi de rendre son existence plus excitante, je le disais. On se retrouve avec vous et avec Charlène dans un instant sur RTL. À tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, 2 ouvrages qui peuvent vous permettre de regarder le monde différemment, en tout cas de vous interroger. C'est la vie, c'est un essai de Jean-Louis Servan-Schreiber qui est votre invité aujourd'hui sur RTL jusqu'à 16h. Vous le retrouvez chez Albin Michel. Et puis Jean-François Vézina, Tout se joue avant 100 ans. Éveillez votre sens du jeu en amour, au travail et dans la vie de tous les jours. C'est un jeu aussi, l'existence, Jean-François Vézina. Il faut le prendre comme ça? En fait, le jeu, c'est un espace. C'est un espace qu'on se donne pour créer sa vie. C'est l'espace qu'on donne à l'autre aussi, pour qu'il soit lui-même, pour qu'il puisse bouger entre nos préjugés. Puis c'est aussi l'espace qui est entre nous. Pour moi, un jeu, c'est aussi ce qui peut émerger spontanément dans l'espace entre nous. Donc, c'est très, très lié à la créativité, puis à être disponible à peut-être ce que j'avais pas prévu, mais qui me permet d'étendre mon jeu, de vivre dans un jeu de plus en plus grand. C'est peut-être ça un peu le sens. Est-ce qu'il y a aussi du ludique dans l'existence, Jean-Louis Servan-Schreiber? Il doit y en avoir. Oui, quelque part. Non, mais... J'observe que ça a l'air de jouer un rôle important. Oui, mais alors si je vous parle de ça, c'est que moi j'ai parfois l'impression aussi que pour donner un sens à notre existence, il faut essayer de conserver une forme de naïveté consciente. Vous savez, cette naïveté qu'on a dans l'enfance. Vous parlez d'ailleurs, Jean-François Vézina, de l'importance de l'enfance. Tout à fait. Quand on ne bâillonne pas l'enfant qui est en nous, mais qu'on entretient toujours un regard d'enfant dans notre existence, mais d'une façon consciente. Ça fait pas de nous des immatures. De l'enfant, c'est qu'il fait quelque chose pour le simple fait de faire cette chose-là. Donc ça a du sens. Voilà, ça a du sens par le simple fait de le faire et non pas pour le résultat qui est attendu. Jean-Louis Servan-Schreiber, vous avez toujours votre enfant en vous? Je le cherche quelquefois. Très honnêtement, c'est plus difficile parce que au bout d'un certain temps, on en sait trop. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant désagréable ou triste. C'est simplement que c'est un abord qui n'est plus totalement ludique. Je comprends ce que dit Jean-François parce que le jeu dans la société actuelle, avec tout ce qu'on nous propose en divertissement, est quelque chose qui prend une importance industrielle. Mais vous parlez du divertissement, c'est une façon de nous détourner du sens de notre existence aussi. Plus une société donne des jouets, moins on joue. Regardez en Afrique, ils n'ont presque rien, ils jouent avec tout. Puis regardez ici, on a plein de jouets, puis on joue. Oui, les gosses qui n'ont rien jouent avec une bobine de fil. Voilà, exactement. Alors que nous, on joue avec le sans-fil. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu d'ailleurs. Non, je ne suis pas persuadée que ce soit un jeu. Soit on joue, soit on est joué. Puis effectivement, les jouets jouent avec nous beaucoup plus. Ouais. On va aller chercher une jeune fille qui va intervenir sur l'antenne d'RTL. Elle a 23 ans et justement, est-ce qu'à 23 ans, on se pose déjà des questions sur le sens de l'existence? Bonjour Charlène, soyez la bienvenue sur RTL. Salut. Vous êtes en pleine thèse, Charlène. C'est sympa de nous accorder un petit peu de temps cet après-midi. C'est normal, c'est une distraction aussi, c'est une pause. Eh ben, c'est très bien. Alors c'est une distraction, en même temps c'est une vraie réflexion parce que s'interroger sur le sens que l'on donne à notre existence, on a le sentiment parfois qu'il nous faut des prises de conscience, des ruptures. Jean-Louis Servan-Schreiber nous expliquait il y a un instant que c'est aussi quand on prend conscience de notre mortalité. On avance sur un tapis roulant et puis voilà, tout ça arrivera bien un jour, que l'on s'interroge. Qu'est-ce qui a fait que vous, à 23 ans, vous posiez toutes ces questions? Je pense que à vouloir vraiment jouer le jeu de la vie et à la tester jusqu'au bout, ça nous fait prendre des risques qui nous montrent à quel point elle est, on est mortel, quoi. Et donc, ça nous a fait la considérer autrement et se dire, plus on s'approche et plus on est en danger, et plus on se dit, ça vaut le coup en fait. Et de moins s'approcher du danger, je pense, c'est pas un conseil que je fais aux gens, mais de moins s'approcher de la mentalité, on va dire, c'est la rendre comme une évidence qui n'a pas forcément de sens et donc qui est gênante, quoi. Charlène, est-ce que ça veut dire que vous êtes allée taper un peu dans les murs de votre existence déjà à votre âge? Vous avez déjà pris des risques? Ouais, c'est un peu ça, voilà. D'accord, donc ces risques vous ont permis à un moment donné aussi d'en comprendre la valeur? Tout à fait.
Aujourd'hui, comment vivez-vous votre philosophie de vie à vous? C'est quoi pour vous donner un sens à le votre présent, existence? je pense. Vivre le présent. C'est l'éternité qu'on peut trouver dans le présent et de ne pas passer son temps présent à penser au passé ou penser au futur parce que c'est s'éloigner d'un temps qui est précieux et qui est le seul qui est existant au final. Et c'est ça ma philosophie, je pense. Ça vous a demandé un certain travail? En fait, je suis à fond dans la philosophie bouddhiste, donc c'est pas vraiment, je pompe en fait là-dedans, et ça m'a un peu éclairée dans certains moments de doute. Oui, mais et de vous faites réflexion. bien. Vous faites bien. C'est quoi vivre l'instant présent? Je pense se connecter à ce qui se passe et ne pas faire quelque chose en pensant à ce qu'on va faire dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 ans. Et peut-être, moi l'exemple que j'aime bien, c'est attendre le bus et essayer de juste attendre le bus. C'est-à-dire? C'est-à-dire voir ce qui se passe. On est assis, Ouais. on a conscience de son corps, il y a quelqu'un qui passe, peut-être le considérer, le regarder, essayer juste de savourer le présent sans forcément tomber dans des questions qu'on a dans la tête ou des peurs ou de ressasser le passé. C'est simplement essayer, par exemple, quand on mange, exemple plus simple, de vraiment savourer ce qu'on mange, plutôt à penser si on l'a bien fait ou à carrément penser à autre chose, si on va travailler ce truc dans 2 jours ou je ne sais quoi. Je pense que c'est essayer de trouver le moment où il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus passé, présent, futur, il y a juste maintenant. Ça rend les choses pleines, quoi. Charlène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le bus. Il va arriver dans un instant sur l'antenne d'RTL et on va poursuivre notre conversation. On va tous monter dans le bus avec nos invités qui ont forcément des choses à partager avec vous. Vous ne bougez surtout pas, Charlène, le temps de rebosser votre thèse, mais en même temps, non, si vous êtes à l'instant présent, c'est que vous allez nous attendre aussi. Voilà. On se retrouve tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci d'être avec nous en cet instant présent sur l'antenne d'RTL à notre écoute, comme chaque jour entre 15h et 16h avec nos invités, le psychothérapeute Jean-François Vézina. Alors, il est psychologue, il est auteur, il est musicien, il est conférencier et puis s'est interrogé aussi sur le sens de l'existence dans un ouvrage. Tout se joue avant 100 ans aux éditions de l'Homme. Et puis Jean-Louis Servan-Schreiber. Jean-Louis Servan-Schreiber qui, lui, signe un essai chez Albin Michel, un essai intitulé C'est la vie, avec les dessins de Xavier Gors qui sont très amusants et très touchants dans votre ouvrage. Ils sont surtout profonds. Oui. C'est un philosophe. J'aime beaucoup Xavier parce que en un dessin, il en dit beaucoup plus que moi dans un chapitre. Oui. Alors donc on a mis les deux ensemble et c'est fabuleux. Ça hein. augmente pas beaucoup le volume, mais ça augmente la profondeur du livre. Et c'est extrêmement agréable et je vous conseille vraiment cet ouvrage pour évidemment les propos de Jean-Louis Servan-Schreiber et puis pour ses dessins. Moi j'ai découvert et j'ai trouvé ça génial. Que serais-je sans toi? Ben tu serais seul. Voilà, c'est plein de dessins qui sont magnifiques. Alors pourquoi est-il allé chercher d'ailleurs ces animaux de la banquise, hein, parce que ce sont des. Alors ça, effectivement. Ce sont des empereurs, non? Je ne sais pas. Ce sont des pingouins. Ce sont des pingouins. Et probablement que Xavier n'est pas Rubens, voyez-vous. Et donc il s'est dit, il faut que je prenne quelque chose de relativement simple. Enfin, ceci dit, il arrive à donner à ces pingouins des expressions Tout réelles. à fait. Mais ça permet de simplifier au maximum le visuel pour se concentrer sur le sens, précisément. Voilà, ce fameux sens de l'existence, ce fameux sens de la vie. Charlène, ces ouvrages dont nous venons de parler, on vous les conseille, hein, bien évidemment, du haut de vos 23 ans, Charlène. Quoique vous semblez déjà avoir terriblement travaillé votre regard sur l'existence, est-ce que vous avez pris conscience que vous passiez à côté de plein de choses pour un jour décider d'attendre le bus en attendant vraiment le bus? Quand on est jeune, vous nous le disiez d'ailleurs, hein, par des expériences un peu à risque, vous êtes allé taper un peu dans les murs et vous avez pris conscience de la valeur de l'existence. Est-ce que vous avez eu le sentiment aussi peut-être de ne pas avoir pendant des années pris conscience que vous étiez bel et bien vivante et que ça nécessitait certaines... Oui, bien sûr, mais je pense que ça nous arrive à tous parce qu'on n'est pas dans une culture qui a la philosophie de remercier la vie. Et je pense qu'on la prend comme acquise et je me souviens pas qu'on m'ait dit en étant enfant, souvent rappeler, voilà, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre, donc elle est chère et il faut en profiter. Moi, ce que je me souviens, c'est plutôt on vieillit, c'est terrible, en plus on meurt, c'est vraiment un fardeau. Donc voilà. Et après, je pense que quand on y réfléchit, on se dit c'est bête, quoi. Autant la prendre comme un beau cadeau. Mais je pense que c'est dommage qu'on doive passer par des moments difficiles, des moments de limite pour arriver à ce constat. Mais bon, ça, je ne saurais pas vous expliquer comment moi-même je suis arrivée à cette conclusion. Mais je pense que oui, vraiment, la philosophie bouddhiste m'a donné des réponses assez évidentes à mes questions et j'ai eu la chance de tomber sur ces ouvrages-là qui sont très clairs et très simples à comprendre et qui font rendre compte que je pense que rater l'instant présent, c'est un peu rater sa vie parce que c'est le seul moment qui existe en fait.
Le passé, il est passé. Le futur n'est pas encore là. Il n'y a qu'un moment qu'on peut vivre et c'est celui-là. Jean-Louis Servan-Schreiber, que vous inspire le témoignage de Charlène? Qu'elle est dans une bonne recherche. Elle part d'une constatation qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais une fois qu'on a compris que, effectivement, tout simplement, l'existence se passe au présent, ça n'empêche pas que, par exemple, elle travaille à sa thèse. La thèse, c'est le futur. Hein. C'est l'avenir. Donc, elle est, en ce moment, d'une certaine manière, en train de faire son avenir. Donc, elle met son avenir au présent. De même que quand j'évoque un souvenir, c'est pas du passé. C'est l'effet que ça me fait en ce moment d'avoir ce souvenir. Je sais très bien que ce souvenir au présent, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a le temps qui passe, la déformation, l'oubli, etc. Donc, de toute façon, tout est au présent. Et je plutôt de dire il faut être conscient qu'on vit au présent. Parce qu'évidemment qu'on vit au présent. On ne peut pas dire ailleurs qu'au présent, il est là. Mais c'est de prendre conscience qu'on met tout dans ce présent, y compris quand on pense à l'avenir et quand on pense au passé, c'est du présent que nous fabriquons avec ça. Que vous inspire le témoignage de Charlène, Jean-François Vézina? Une chose que j'ai observée, ce qui fait qu'on arrête de jouer dans la vie, c'est qu'on se met à avoir peur. Et souvent, la peur de se tromper, la peur de rater, la peur de perdre prend le dessus sur la vie. Ça, je l'entends souvent dans le discours des gens, il faut. Donc, peut-être se réconcilier avec le fait de rater, parce que peut-être que, moi, j'aime bien voir, il y a une expression, je ne sais pas qui disait ça, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Donc, être curieux aussi de ce qu'on rate aussi, pas seulement avoir peur de rater. Mais alors, justement, c'est aussi renouer avec une confiance intérieure. Oui, que si je rate une occasion, que la vie, dans son grand jeu, propose d'autres occasions. Dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Danser avec le chaos », j'ai inventé un terme par rapport à attendre l'autobus, j'appelle ça « inattendre ». Inattendre, c'est d'être tendre avec le temps. C'est d'être disponible à l'inattendu. Et justement, pour moi, un enfant qui joue, il inattend la vie. Donc peut-être aussi d'ajouter cet état-là de l'inattente de la vie plutôt qu'attendre. Charlotte, vous allez rester... Charlène, pardon. Charlène, Pas de problème. Charlène, vous allez rester à notre écoute parce qu'évidemment, on va poursuivre notre conversation avec Jean-Louis Servan-Schreiber et Jean-François Vézina. Et puis, on donnera la parole à une autre jeune femme de 74 ans un petit peu plus tard. Donc, on verra entre 74 ans et 23 ans quelles sont les différences de regard. On vous embrasse et puis, on se projette dans le futur et on vous dit un gros merde pour votre thèse. D'accord? Merci à vous. Merci, Charlène. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, je cherche le sens de la vie. Vous y êtes. C'est un dessin de Xavier Gors à la une de l'ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber chez Albin Michel. C'est la vie. C'est la vie dit d'une façon positive, en fait. C'est la vie, c'est la vie. C'est quoi? C'est la vie. Bah ouais, c'est la vie. Non. Comment vous le diriez? Au début, je dis c'est la vie. Alors ça, c'est le côté, ben oui, les choses sont comme elles sont. C'est Ou la alors, vie. c'est la vie. Ouais. Et à ce moment-là, eh bien, les deux sont vrais. Et c'est la vie. Et tout se joue avant 100 ans, on le dit comment en fait, Jean-François Vézina? Les enfants ou les gens qui continuent de jouer, c'est les gens qui jouent avec ce qui est là, qui jouent avec ce qui est là. Les gens qui sont joués, c'est des gens qui fuient constamment ce qui est là. Donc, et ceux qui fuient sont justement spectateurs de leur existence, très comme le disait souvent, Jean-Louis très Servan-Schreiber. souvent, ce qui fait qu'on fuit, c'est qu'on a peur de ce qui est là. Par exemple, juste les émotions qu'on ressent, toutes les émotions, on a peur de nos émotions la plupart du temps, donc on les fuit aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans nos sociétés actuellement. On se met à avoir peur de notre peur, plutôt que la ressentir, plutôt qu'être en relation avec. D'être traversé par nos émotions, parce qu'en fait, plus on les garde en soi, de toute façon, enfin, plus on essaye de les éteindre, nos émotions, plus elles grossissent en On résistance. se prive d'une énergie. Pour moi, la peur, c'est la vapeur du désir qui a besoin d'être transformée pour faire avancer notre loco émotif, si vous me permettez le jeu de mots. Ouais. Donc, être en contact avec son émotion, c'est une force, c'est une énergie. Jean-Louis Servan-Schreiber, ces émotions qui permettent à un moment donné de s'interroger sur le sens de l'existence, quelles sont-elles? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement des émotions. Le fait de se trouver devant des situations dont on n'est pas sûr qu'elles vous plaisent, de se trouver devant des choix dont on ne voit pas clairement lequel s'impose. Et à ce moment-là, la question que l'on se pose, c'est quel est le sens? Alors, cette notion de sens est évidemment centrale à notre époque, parce que maintenant qu'effectivement le religieux n'est plus la réponse à tout, loin de là, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Et pour moi, il y a deux sens. Il y a le sens, par exemple, de ce que nous sommes en train de faire. Le fait de vous parler en ce moment a du sens pour moi, parce que c'est une rencontre, parce que je suis dans la promotion de mon livre. Tout ça est plein de sens. Et puis, la question du sens de la vie.
Et c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de sens au pluriel. Ça s'écrit pareil, mais c'est au pluriel. Dans la vie, plein de sens, il m'en faut tous les jours, des tonnes. Mais le sens de la vie, alors là, c'est la question, au fond, sans réponse pour moi. Je donne mon sentiment là-dessus. Parce que depuis le temps qu'on se la pose et qu'on continue à tourner autour, c'est peut-être parce que c'est une fausse question. Oui. Donc il ne faut pas se la poser ? Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser. De toute façon, il faut se poser toutes les questions. Mais quelquefois, c'est pour répondre que c'est peut-être pas la bonne question. J'entends. Le monde, vous le regardez de votre fenêtre à vous, comme je regarde le mien de la mienne. Absolument. On a notre propre réalité. Là, je fais une différence entre le réel, qui est tout ce qui est extérieur. Par exemple, vous êtes en ce moment le réel pour moi. Mais la manière dont je vous vois est ma réalité. Oui. Mais je ne vois qu'une partie de ce que vous êtes, forcément. C'est partiel. Et vous ne me voyez pas de la même façon que Jean-François Vézina. Voilà, et Jean-François Vézina, il fait partie de mon réel, mais aussi le clavier qui est devant moi, mais aussi le micro qui est devant moi, c'est le réel. La réalité, c'est ce que j'en fais. Et ça, au fond, quand nous arrivons dans le monde, nous ne savons rien. Nous sommes vierges. Nous avons tout à découvrir. Et pour vous, pour moi, l'histoire du monde, elle va durer juste le temps de notre vie. Et pendant ce temps de vie, il faut tout apprendre sur le monde, enfin tout ce que nous pouvons absorber, et on n'en saura jamais plus que ce que l'on continue à apprendre. Et c'est minuscule par rapport à ce qu'est le réel, qui est gigantesque et complètement débordant. Donc, ce petit travail de faire sa réalité à partir de réel, en gros, vivre, ça consiste à ça. Et en tirer quelques conclusions qui fonctionnent. Jean-François Vézina. Moi, j'aime bien effectivement l'exemple, le sens de la vie. Je pense que la vie, c'est plutôt l'essence de la vie ou l'essence de la vie que le sens de la vie. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est l'idée de se poser des questions. Moi, j'aime aussi retourner la question de me poser comme une question. Et ça, c'est Carl Gustav Jung qui disait ça. Il disait, je suis une question posée au monde et je dois proposer ma réponse ou proposer mes réponses. Sinon, c'est les réponses conditionnées des autres qui me sont imposées. Donc, nous voir comme une question. Et ça, c'est un symbole que j'ai exploré dans tout ce Java 100 ans, c'est être un phare. Un phare, c'est quoi? C'est qu'il propose une lumière dans une direction donnée. Le jeu de lumière qu'on offre au monde. Le jeu, c'est un jeu devant le grand U de l'universel aussi. C'est comment je projette quelque chose dans le monde et en même temps que je reçois quelque chose du monde. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous parliez de soi comme d'une propre question, Oui. mais les autres aussi. Et vous insistez dans votre ouvrage, c'est que chaque humain dans ma vie est un mystère, même mes intimes, ça m'évite de m'ennuyer. Ça, c'est cette curiosité permanente vis-à-vis de l'autre et puis surtout d'accepter de ne pas tous en savoir pour pouvoir justement entretenir le lien et le rendre plus agréable. Évidemment qu'un des grands ennemis quotidiens, c'est l'ennui. Évidemment. Et ça nous arrive jamais, vous savez, sur l'antenne d'RTL. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester avec nous. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. C'est super les autres, Jean-Louis Servan-Schreiber. On est toujours enclin à aller vers son prochain. Et puis c'est terriblement excitant parce qu'on a toujours à en apprendre, même si on sait qu'on n'en saura jamais tout. Voilà, on en a besoin d'abord. Et un de mes chapitres sur les autres commence par tout simplement « Je dois tout aux autres Oui. ». Mais vraiment tout. Je ne peux pas survivre. Imaginez que tout le monde disparaît sauf moi, je ne peux plus exister. Alors pour des raisons purement matérielles déjà, parce que je ne sais pas trouver ma nourriture, je ne sais pas faire fonctionner l'électricité, je ne suis qu'un élément d'un ensemble. Alors ça, c'est le côté utilitaire. Et puis il y a aussi le côté transmission de vie. Et l'autre est une source de vie. Comme je suis pour lui, il l'est pour moi. Et grâce à ça, nous pouvons nous détacher de l'importance disproportionnée des objets ou des éléments matériels de la vie. C'est que dans les autres, et ça peut être aussi des animaux, hein, ils sont vivants. Du moment qu'ils sont vivants, ils appartiennent au même monde que moi. Le reste, c'est l'objet, c'est l'extérieur. Donc chaque vivant est un mystère, puisque je ne saurais jamais exactement ce qu'il pense, mais en même temps, c'est avec cet échange que je peux avoir envie de continuer à vivre. Jean-François Vézina, si l'autre est indispensable, en même temps, on reste profondément seul dans notre monde. Moi, c'est ce que je crois, qu'effectivement, à partir du moment où on est capable de se tenir seul, qu'on peut entrer réellement en relation avec l'autre. Concernant l'autre ou l'altérité, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la présence de l'autre à l'intérieur de moi. Dans mon exploration. Vous êtes plusieurs, vous, chez vous? Moi, je suis en démocratie. J'essaie d'être en démocratie avec moi. C'est souvent c'est la pas dictature. toujours évident. C'est souvent la dictature. Là, Mais c'est la part. De qui? Mais, effectivement. Mais donc, mon ministre
du loisir travaille très, très fort à l'intérieur de moi. Mais oui, je crois qu'on est multiples. Il y a beaucoup d'altérité à l'intérieur de nous. Puis ça se traduit quand on écoute les gens. Moi, ce qui a donné du sens à ma vie, c'est que je me suis mis à écouter les autres dans un poste d'écoute téléphonique à Télède, où je me suis mis à écouter l'altérité. Pour moi, ça a donné beaucoup de sens à ma vie. Mais quand j'écoute les gens, j'entends souvent « il faut ». Et quand on entend le « il faut », c'est un « il ». C'est pas un « je », c'est un « il ». Et le collectif, il est très conditionné, malgré nous. On se prétend individualiste, mais le collectif, il est très, très fort à l'intérieur de nous. On est seul, malgré tout, ou pas? On essaie d'être seul, mais tout dans notre société nous rend ça anormal, la solitude. Jean-Louis Servan-Schreiber, la solitude, elle est inhérente à l'existence, elle est importante même. Elle est essentielle. Pour employer un gros mot, elle est existentielle. Oui. Du moment que je suis né, oui. je suis seul. Oui. Parce que si je n'étais pas seul, je ne serais pas un individu. Et ce qui fait de moi un individu, c'est que je suis seul. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Jean-François. On a l'habitude de se lamenter sur ce fait. Ah, c'est terrible d'être seul. C'est pas terrible. C'est pour ça que nous existons. Et c'est de cette solitude que nous avons quelque chose à faire, c'est-à-dire vivre avec les autres. Mais on ne va pas s'inquiéter sur le fait d'être seul. C'est constitutif. C'est comme le fait d'avoir 4 membres. Et être unique aussi. Si on veut être unique, c'est être seul. Parce qu'on est le seul de notre espèce. On est singulier au sens strict du terme. Oui, mais alors d'où, là je me tourne vers le psychologue que vous êtes, Jean-François Vézina, d'où cet intérêt, cette importance aussi d'être bien et de faire attention à soi et de se délester de choses qui peuvent nous entraver pour pouvoir accepter notre propre compagnie. Parce que, et moi je connais des personnes qui ne peuvent pas passer 1 heure seule parce qu'elles sont face à des questionnements justement qui ne veulent pas aborder. C'est d'être en relation avec soi. La métaphore du phare, elle est très présente dans tout ce jeu devant 100 ans, justement pour parler du processus des gardiens de phare. Les gardiens de phare qui sont malheureusement disparus aujourd'hui, c'est plutôt des phares automatisés. C'est une métaphore de notre société où on vit de façon automatique, robotisée. L'appel du phare. Voilà. Mais les gardiens de phare, la première étape, ils prenaient leur phare très, très loin d'un continent. Ils devaient être seuls devant les intempéries, devant les tornades. Donc, être seul, c'est ça, la première étape du gardien de phare. Ensuite, la deuxième étape du gardien de phare, c'était d'être sur une île pour apprivoiser un peu la réalité de l'autre et ensuite être sur la terre ferme. Donc, je trouve que c'est une très belle métaphore aussi de soyons d'abord capables d'être seuls avec nous et avec les forces de la nature, puis ensuite entrons en relation avec l'autre. Dans un instant, vous allez entendre Cathy sur l'antenne d'RTL. On se retrouve avec vous tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour Cathy, bienvenue sur RTL dans On est fait pour s'entendre. Oui, bonjour. J'ai écouté votre émission. Eh bien, vous voulez... Voilà. je vous donne les rênes, alors allez-y. Merci. Le sens de la vie, moi, je ne peux pas vous répondre, mais l'essence que je donne à ma vie, celui de mes 20 ans n'est pas celui de mes 30 ans et il n'est pas celui que j'ai aujourd'hui alors que j'en ai 74. Alors expliquez-nous un petit peu cette variation. Déjà, quand on a le loisir de réfléchir sur une orientation, c'est que c'est un luxe, c'est qu'on n'est pas dans la survie et qu'on peut se permettre de réajuster les erreurs, essayer de grandir, d'évoluer. Je dirais monter en spirale. Et j'ai l'impression, pour l'avoir testé, faire un travail sur soi, ça permet à la famille de bouger aussi. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ça permet à la famille de bouger ? On élève aussi un peu celui de la famille. Voilà. Des entourages. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à un moment donné, ces questionnements sont contagieux. Et pour la bonne cause. Et si on arrive à poser un acte, je vais dire positif, parce qu'il faudrait tout un... Oui. Alors, je voudrais profiter de cette intervention pour dire quel est le sens que je donne aujourd'hui. J'ai fait diffuser un texte pour la suite de ces événements d'immigrés qui disparaissent. Et pour avoir traversé la France, une partie de la France et de l'Espagne à pied sur le chemin de Compostelle, on a constaté avec mon compagnon qu'il y avait énormément de maisons abandonnées, de villages abandonnés qui sont vraiment en décrépitude. Je me disais, bon sang, si on pouvait se bouger pour ouvrir ces maisons, les louer, en faire quelque chose, redonner vie à la campagne. Voilà, aujourd'hui c'est le sens de ma vie, aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, à 74 ans, ce que vous nous expliquez en faisant référence à une actualité dramatique, qui pourrait trouver une issue. J'entends Cathy, donc c'est ça, c'est que vous aujourd'hui, à 74 ans, après une vie où les sens que vous avez donnés à votre existence ont évolué en fonction des expériences, en fonction du temps qui passe.
d'une certaine philosophie de vie aussi. Aujourd'hui, c'est dans l'engagement que vous trouverez un sens à votre existence? Ah oui. Vous voulez initier ça et vous voulez en plus, en dehors de ce projet, pardonnez-moi, mais c'est un projet collectif, c'est-à-dire que vous voulez entraîner du monde. Collectif. Oui, c'est utopique, mais bon, je pense que c'est tout le monde qui Je l'essaie. comprends. Je comprends, Cathy, emballé, et puis si des auditeurs sont sensibles à l'engagement qui est le vôtre, qui n'hésitent pas à nous joindre. Mais on va rester, si vous le voulez bien, sur notre sujet du jour. Trouver un sens dans son existence en donnant aux autres, en s'engageant, Jean-Louis Servan-Schreiber. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que c'est une démarche que l'on a après s'être occupé de soi, on s'occupe des autres? Ou est-ce que c'est pour ne pas s'occuper de soi qu'on s'occupe des autres? Oh, mais non, pas du tout. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, c'est soi-même. Oui. C'est-à-dire que si on est en bon état, si on se sent bien dans la vie, c'est quelque chose qui est bénéfique aux autres, ceux qu'on approche et ceux qui, à ce moment-là, d'abord, on attire les autres et en même temps, on leur apporte quelque chose. Et ce que nous recherchons aussi très naturellement dans notre existence, c'est des autres dont on sent qu'ils sont bien dans leur vie. Parce que si justement ils sont, et malheureusement il y en a beaucoup, dans une situation difficile, alors ou bien, comme Jean-François, on fait métier de les aider, ou bien on essaye d'une certaine manière de ne pas aggraver leur situation. Mais franchement, s'occuper de soi et s'occuper des autres, pour moi, c'est une seule et même démarche. Jean-François Vézina, qu'est-ce que vous vouliez dire à Cathy avant qu'on lui dise au revoir? Tout à fait, c'est que ça fait en sorte que le sens est plus grand que notre nombril. Ça fait que Ce fameux nombril, il y a un dessin extraordinaire dans votre ouvrage. Voilà, tout à fait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, moi, comme personne. Quand je me suis mis à écouter les autres, que le sens de la vie est devenu beaucoup plus grand. Je comprends. Et moi, inutile de vous dire que cette émission m'a permis aussi de donner un autre sens à mon existence. Cathy, on vous remercie pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et que ceux qui nous écoutent, qui ont envie de vous soutenir, en tout cas dans votre démarche, n'hésitent pas à Vous pouvez nous donner joindre. mes coordonnées, il n'y a pas de Très problème. bien, ça marche Cathy. Prenez soin de vous, on vous embrasse. Au Merci, revoir. je vous embrasse aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Eh bien, messieurs, au nom de tous les auditeurs d'RTL, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairés, de votre présence, de vos pensées, de vos expériences. Et je remercie encore nos auditrices Charlène et Cathy d'être intervenues sur cette antenne. Je vous conseille les ouvrages de Jean-Louis Servan-Schreiber. Votre essai, C'est la vie chez Albin Michel, qui m'a fait un bien fou. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Louis Servan-Schreiber. Et puis à bientôt peut-être dans cette émission. Merci infiniment. Merci à vous. Et puis merci Jean-François Vézina. Vous restez un peu chez nous et puis vous repartez après au Québec. Oui, je vais faire une petite tournée. Donc, pour les gens, vont sur mon site web gfvézina.net pour savoir ma tournée de conférences. Et puis le Café de l'amour aussi. Oui, un Café de l'amour le 4, une conférence en entrepôt, bref, bien des activités pour jouer ensemble. Qu'on retrouve sur votre site. Oui, voilà. Très bien. Tout se joue avant 100 ans, c'est votre ouvrage aux éditions de l'Homme. Éveillez votre sens du jeu en amour, au travail et dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir été notre invité. Grand merci pour Et puis soyez à notre écoute demain si vous êtes toujours dans